Aussi que je ne voyais pas mes participants. Ben bonjour, bienvenue à notre nouveau webinaire. Je suis Catherine Frenette et puis aujourd'hui, on parle de tableau de bord en ressources humaines avec le titre, le sous-titre mesurer sans surcontrôler. Ce qu'on veut dire par là, en fait, c'est qu'on veut tâcher de mesurer la performance de nos employés dans un tableau de bord de ressources humaines sans nécessairement donner l'impression de, alors oui, contrôler nos résultats, mais sans contrôler nécessairement les personnes. C'est ce qu'on veut dire mesurer sans surcontrôler. Je suis Catherine Frenette, titulaire d'un MBA en management et experte en développement des talents et des organisations chez Escalon et facile à trouver sur LinkedIn. Je vous invite à me chercher. Escalon, c'est qui? On est une organisation qui a pour mission d'aligner les talents de nos organisations à leurs besoins pour aider nos organisations à être sur leur X. Qu'est-ce que ça veut dire être sur son X? Tu sais, quand tu te sens là, dans la zone, tu as l'impression que tu travailles efficacement, que les choses sont fluides, que le travail se passe en harmonie avec toi-même. Au niveau individuel, c'est un sentiment qu'on connaît bien. Au niveau organisationnel, au niveau d'une équipe, c'est parfois un petit peu plus dur à atteindre. Donc, la mission d'Escalon, c'est d'aider nos entreprises à atteindre ce niveau d'harmonie dans le travail, hein, de se sentir sur notre X, mais pas seulement au niveau individuel, mais au niveau collectif, en prenant soin de notre culture organisationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de sa culture organisationnelle pour aligner ses talents à ses besoins? Bien, ce qu'on vous propose comme point de repère, là, c'est que les entreprises qui gèrent leurs talents, leur culture d'une manière proactive, là, qui en prennent soin en la mesurant, la culture, puis en prenant le soin de leurs talents, bien, en général, ils affichent une performance en moyenne 25 supérieure à la moyenne de leur secteur. Fait que ça vous tenterait-tu un gain de 25 dans votre performance? C'est ça que les études démontrent qu'on peut aller chercher en prenant soin de notre culture grâce à des outils comme justement Escalon. Ça tombe-tu bien, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on parle de tableau de bord, ce qui veut dire qu'on parle de mesure, de contrôle de résultats. Alors oui, mesurer nos résultats sans nécessairement contrôler les personnes qui sont à l'origine de ces résultats-là, petite tranche de vie. Moi, j'ai fait mes études à la base en littérature. Hein. Fait que beaucoup de communication, un petit peu de linguistique, un petit peu d'édition, très peu de chiffres. Aujourd'hui, je suis contente de pouvoir parler de chiffres parce que c'est un petit peu une réalisation que j'ai eue pendant mon MBA, quand je faisais mon MBA, de découvrir à quel point les statistiques et les mesures sont importantes et contrôler nos résultats est important dans une organisation. Ça a été une des grandes réalisations de mes études au MBA. Puis je suis contente de pouvoir les partager avec vous aujourd'hui. Parlant de partage, je vous propose 4 petits mots-clics pour participer à la discussion, que vous soyez en direct avec nous ou que vous soyez sur YouTube. Ben, ça nous fait plaisir de vous retrouver de vous lire avec les 4 petits mots-clics qu'on vous propose. Ah ah, j'ai une réalisation que j'ai envie de partager. Mot-clic partage, ben, j'ai une source, une information que j'ai envie de partager avec le groupe. Le question, c'est la même chose. J'aimerais bien avoir une réponse à la question que je soumets. Et puis, si vous avez une question qui est un petit peu plus personnelle, qui ne devrait pas se retrouver sur YouTube, mettons, ben, le mot-clic, rendez-vous pour qu'on puisse en discuter en privé. Et là, pour ça, alors, ça vous permet de participer pendant la discussion. Parlons de tableau de bord, parlons d'abord de qu'est-ce que c'est qu'un tableau de bord? Bien, un tableau de bord, qu'on soit en ressources humaines ou pas, bien, c'est un petit peu comme dans un avion ou une voiture, hein? C'est une source d'information centralisée. Dans une voiture, on trouve notre vitesse, la performance de la batterie ou encore du moteur à essence, des choses comme ça. Dans le fond, c'est des repères sous la forme sous une information chiffrée, hein, qui nous montre aussi une certaine évolution dans nos résultats, dans ce qu'on mesure. Nos repères vont démontrer des limites, hein, des seuils, c'est-à-dire un petit peu comme on voit dans l'image. Alors, on a une portion rouge qui est un seuil qu'on ne devrait pas atteindre, hein, à partir de 50 et en descendant dans cet exemple-ci. Et puis, un seuil qui est plutôt la limite qu'on va essayer d'atteindre, qui est en vert. Donc, le tableau de bord, il nous renseigne et nous donne des repères sur les chiffres qu'on mesure. Il nous montre aussi une évolution dans le temps. Donc, c'est sûr qu'on peut, quand on a un tableau de bord, changer les points de mesure régulièrement, mais il faut faire attention à la cohérence de nos chiffres parce que l'évolution est indiquée à travers l'historique de nos résultats. Puis pour que notre historique ait un sens, il faut un petit peu mesurer les mêmes choses d'une fois à l'autre dans le temps. Et pourquoi est-ce qu'on prend des mesures sous la forme d'un tableau de bord? Bien, pour guider nos décisions. C'est important de le dire, hein, un tableau de bord, ça informe, ça ne prend pas de décision comme telle.
Donc, l'objectif comme gestionnaire d'avoir un tableau de bord, ben, c'est de s'informer afin de pouvoir guider nos décisions de la meilleure manière possible. On ne compte pas sur les tableaux de bord pour prendre des décisions pour nous. On est toujours libre de nos décisions, mais elles seront d'autant plus informées que notre tableau de bord sera important ou sera pertinent pour notre organisation. Un point important à noter aussi, c'est à toute fin pratique, la grande réalisation de mon MBA. On n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas dans la vie. Donc, si on veut améliorer notre situation financière, on peut commencer par mesurer nos revenus et nos dépenses, c'est-à-dire faire un budget. Si on veut travailler plus d'heures par semaine, ben, la meilleure façon de savoir si on travaille plus ou moins d'heures par semaine pour obtenir une meilleure harmonisation travail-vie personnelle, ben, la première étape, c'est de mesurer combien d'heures on travaille et ainsi de suite. Donc, plus on mesure, plus on est informé, plus on est informé, plus on améliore notre situation, y compris nos chiffres en matière de ressources humaines. Donc, voilà à quoi servent les tableaux de bord en général. Quand on se rapporte à une organisation, qu'est-ce qui vaut la peine d'être mesuré? Disons, OK, je suis gestionnaire, je veux construire mon nouveau tableau de bord. C'est la première fois qu'on va en avoir un. Je commence où? Je mesure quoi? D'abord, on va mesurer ce qui crée de la valeur. Donc, au niveau RH, comment est-ce qu'on va créer de la valeur? On va le voir tout à l'heure. Au niveau des résultats financiers, comment est-ce qu'on crée de la valeur, c'est-à-dire des ventes au niveau de notre organisation? On va mesurer ce qui entraîne des coûts à travers ce qui crée de la valeur et ce qui entraîne des coûts. La différence, ben, c'est dans le fond, ce qu'on veut, c'est mesurer l'amélioration à nos résultats. Quand on parle de valeur, je veux nommer, alors oui, ça peut être des revenus, ça peut être aussi une valeur non monétaire comme une culture de sécurité dans notre organisation, hein. Les gens se sentent en sécurité physiquement, psychologiquement, sécurité financière aussi, une culture de réalisation où les gens se sentent que, ils peuvent contribuer à quelque chose qui crée de la valeur au niveau personnel pour eux. Ils se sentent réalisés dans leur travail et aussi une culture d'appartenance où j'ai l'impression que j'appartiens à l'organisation, que j'adhère à sa mission et que je contribue au niveau de mon travail, quelque chose qui crée de la valeur pour l'organisation. Heu Au niveau global d'une organisation, ce qu'on propose de mesurer en termes de ce qui crée de la valeur, quand on parle maintenant de développement, durable et de gestion responsable des organisations, ce qu'on propose, c'est d'adopter des mesures au niveau de ce qu'on appelle le triple bilan des entreprises. Donc, bilan économique, ça, c'est nos bilans, nos états financiers qu'on est habitués à connaître. On propose aussi de mesurer nos résultats, la valeur qu'on crée au niveau social et les coûts sociaux de nos activités pour essayer toujours d'améliorer ce qu'on mesure, hein. C'est toujours le principe que plus on mesure, plus on tâche d'améliorer nos résultats, ainsi qu'au niveau environnemental aussi. Ce qu'on veut, c'est également mesurer l'impact environnemental, social et économique de l'organisation. Ça, c'est au niveau global de l'organisation. Si on se rapporte maintenant au tableau de bord RH spécifiquement, donc ressources humaines, ben, le mot le dit, on est à la fois au niveau du bilan social ou humain de l'organisation, niveau humain des personnes concernées, hein, des employés, et au niveau économique, c'est-à-dire les coûts et la valeur créée par le travail de nos équipes. Donc, entrons un peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'on devrait mesurer. Qu'est-ce qu'on devrait mesurer ici? Bien là, je vous propose, on mesure des résultats, pas une activité, parce que, en fait, si je mesure une activité, je mesure le nombre d'heures que j'ai travaillé par semaine. Ça ne veut pas dire que ces heures-là ont donné un résultat tel que je l'espérais. Donc, on va plutôt mesurer le résultat objectif et observable de notre travail que l'activité et les efforts qu'on fait. On va mesurer avec constance, c'est-à-dire que, comme je le disais tantôt, on tâche d'avoir les mêmes mesures dans le temps. Alors oui, on peut modifier des indicateurs, des points de mesure de temps en temps si on en a le besoin, mais si on change trop les points que l'on mesure dans une organisation, on finit historiquement, quand on regarde la différence entre nos résultats, on finit par comparer un petit peu des pommes et des oranges, hein, puis ça finit par ne plus avoir de sens. Donc, c'est important de tenir compte de maintenir la constance dans nos points de mesure et donc dans nos résultats. On mesure aussi dans le but de favoriser la responsabilisation individuelle. Au niveau des tableaux de bord RH, la question qu'on se pose, c'est quelle est la contribution de chacune des personnes de l'équipe
à l'ensemble de l'équipe, c'est-à-dire à l'ensemble de la valeur créée par l'organisation. Je vous propose une phrase proposée par Peter Drucker. Je ne sais jamais si je le prononce Peter Drucker ou Peter Drucker. Ça se dit bien à la française. Il nous proposait, il n'y a certainement rien de plus inutile que de faire de manière très efficace une tâche qui ne devrait pas être faite du tout. Donc, quand on parle de mesurer des résultats et de la constance, il faut se poser la question aussi de la pertinence de ce qu'on mesure, c'est-à-dire que on veut s'assurer d'atteindre les résultats qu'on s'était fixés pour mission d'atteindre. Hein. Le but, c'est de réaliser notre mission. Mesurer, c'est évaluer. Donc, on mesure pour évaluer l'efficacité de nos processus, pour s'assurer qu'on travaille aussi efficacement que possible, qu'on atteint les bons résultats. Je vous propose, avant de continuer, de faire attention aux biais cachés qui sont souvent présents dans les points de mesure que l'on choisit. Un exemple ici, c'est l'exemple d'AMVU. AMVU, c'est une vraie compagnie, je pense que je le prononce bien. C'est un jeu en ligne qui, franchement, n'a jamais vraiment attiré mon attention personnellement, mais que cite Eric Ries dans le livre de Lean Startup. Donc, vous avez le graphique que j'ai repris du livre de la page 129. On l'a repris du livre directement. Elle a l'air bien, la courbe, hein? On a l'impression de voir AMVU, en l'occurrence, le jeu en ligne, une croissance à toute fin pratique exponentielle. Ça a l'air de vraiment bien aller pour eux. En fait, quand on regarde ce graphique-là à première vue, certes, les résultats semblent très intéressants, mais la croissance qu'on voit reflétée dans le résultat du graphique, c'est une croissance qui est entraînée par la publicité. Dans ce cas-ci, une publicité payée. Alors, plus on paye pour de la publicité, plus on a de la visibilité, plus on a de la visibilité, plus on a alors des utilisateurs. Hein. Ce qu'on mesure ici, c'est des utilisateurs. Donc, la ligne du haut complètement, c'est les utilisateurs qui se sont inscrits au jeu. Et puis, en fait, le chiffre le plus important, c'est les utilisateurs qui sont actifs dans le système. C'est la ligne qui est la plus basse. Et puis, le point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est qu'en proportion, l'efficacité des processus chez AMVU à l'époque, les processus de conversion d'un utilisateur inscrit, registered, vers actif dans le système, quand on regarde la proportion, historiquement, elle ne bouge pas. Donc, certes, l'entreprise affiche une certaine croissance, on va dire brute, hein, de ses résultats bruts, grâce à l'acquisition de nouveaux utilisateurs par la publicité. Mais quand on cherche un petit peu plus loin, on se rend compte que les processus internes, les processus de conversion qui nous font passer de la ligne du haut à la ligne du bas à travers les étapes des deux autres lignes intermédiaires, en fait, ils ne gagnent pas en efficacité. On n'est pas de plus en plus efficace dans l'organisation. Donc, bien choisir ces points de mesure, c'est essentiel et c'est un petit peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on choisit efficacement nos points de mesure? On va se poser 3 questions fondamentales. Comment est-ce que l'équipe crée de la valeur, tout le monde ensemble? Quand une équipe, une organisation crée de la valeur, c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur, la chaîne de création de valeur, hein, c'est-à-dire l'ensemble des processus à travers lesquels on passe d'un approvisionnement initial, peut-être de pièces ou de matières brutes, à un produit fini qui est vendable. Cette chaîne de valeur-là donne un résultat attendu, le produit, qui est généralement assez aligné avec la mission de l'organisation. Fait que sinon, on est une compagnie de production de vis, par exemple, pour l'industrie de la construction au Québec, ben, notre mission, c'est de produire des vis pour les constructeurs et les autres acteurs de la construction. Donc, ce qu'on veut, c'est produire des vis. Fait que le résultat attendu, le produit, c'est nos vis. Donc, la première question qu'on se pose, c'est comment est-ce que l'équipe crée de la valeur en produisant des vis? Quels sont les processus qui sont cachés derrière la chaîne de production? Alors, quand c'est des vis, c'est relativement simple parce qu'il y a une chaîne de production physique qu'on peut observer. Donc, on peut voir les étapes un petit peu comme on aurait dans le film Modern Times avec Charlie Chaplin, avec la ligne de production là, qui est très, très claire. Plus on se dirige vers une industrie de services ou virtualisée, là, de moins concret, là, le produit, plus il est difficile de visualiser concrètement la chaîne de valeur parce que c'est des processus qui existent en fait dans des organigrammes, dans des diagrammes de Gantt là, de suivi de projet, etc. Donc, première question, comment est-ce que l'équipe crée de la valeur? Au niveau de la chaîne de valeur, je veux vous citer Julie Savage-Fournier de Kaizen Radical qui nous dit la valeur n'est pas nécessairement monétaire, mais ça inclut aussi comment l'entreprise contribue au bien-être des personnes et de la société. Donc, elle nous rappelle qu'à l'intérieur de cette même valeur créée-là, qu'on peut résumer sous la forme de la chaîne de valeur, il y a l'aspect social, l'aspect éventuellement environnemental aussi de notre triple bilan de tantôt, qui est essentiel également.
Comment l'équipe crée de la valeur? Comment chacun contribue à cette chaîne de valeur-là? Donc, tantôt, on avait une chaîne de valeur globale pour l'ensemble de l'organisation. Maintenant, on commence à décliner ou cascader, on parle de cascadage, qui est un bel anglicisme, de la chaîne de valeur vers le rôle de chacun des individus dans cette chaîne de valeur. Fait qu'ici, nos tâches deviennent des objectifs, puis les objectifs sont une contribution de chaque personne à la production du produit final qui est le résultat de la chaîne de valeur. Par les tâches que je réalise tous les jours, je contribue à la création du produit que notre organisation va vendre. Ça, c'est les tâches, c'est les objectifs auxquels je dois répondre. Puis l'expression de mes talents personnels, ben, c'est les comportements que j'adopte dans l'organisation qui vont favoriser une meilleure réalisation des tâches par moi-même et par mes coéquipiers ou favoriser une moins bonne réalisation des tâches si la culture organisationnelle n'est pas, on va dire, à son meilleur. Comment l'équipe crée de la valeur? C'est la chaîne de valeur. Comment chacun contribue? Ça, c'est nos tâches, nos comportements, c'est-à-dire nos talents, la façon dont on les exerce au quotidien. Puis la troisième question, comment fonctionne le système? Donc, le système d'ensemble de l'organisation. Ce qu'on vous propose, en fait, c'est qu'un organigramme dans une organisation, ça reflète la chaîne de valeur. La chaîne de la valeur, quand on crée un organigramme de la bonne façon, on la voit cachée dans notre organigramme. On va voir comment on va faire ça tantôt. Donc, comment est-ce qu'on procède? Par où est-ce qu'on commence? On mesure si chaque personne réalise ses tâches comme prévu. La première étape, c'est de répondre à la question, c'est quoi les tâches que les gens devraient réaliser? Donc, on va parler de description de poste. Une description de poste devrait inclure 6 points essentiels. Ici, on adopte la méthode OKR, c'est-à-dire la méthode de description de poste ou d'organigramme par objectifs et résultats clés. OKR, Objectives and Key Results. On va créer les descriptions de postes, les descriptions de tâches de chacun des postes en fonction des résultats, des objectifs attendus pour chacun des postes. Donc, l'essentiel ici, c'est le titre du poste. Le titre du poste représente ce qu'il contribue, ce que ce poste-là contribue à l'organisation. D'habitude, on est plutôt habitué à penser au nom de la personne qui occupe le poste. Maintenant, on va plutôt penser en termes de titre de contribution. La contribution va se traduire en des objectifs. Les objectifs devraient être aussi mesurables que possible. Ces objectifs-là vont représenter les tâches que je dois réaliser tous les jours. Les résultats clés vont représenter évidemment le résultat des tâches que je dois réaliser. Hein. C'est le principe des Objectives and Key Results. C'est que si je réalise bien mes tâches, j'aurai atteint un certain résultat dans une certaine quantité également. Donc, produire 85 vis par jour, par exemple, serait un résultat clé qui serait mesurable. Alors, on a un titre du poste qui est l'essentiel. On a aussi un titulaire du poste. Donc, on va nommer la personne qui occupe le poste. Il y a quand même une personne qui va jouer ce rôle-là. Donc, on responsabilise la personne en la nommant. Cette personne-là va devoir exercer certains talents. On parlait des comportements humains qu'on doit adopter pour être efficace dans un rôle. Bien, on va les nommer, ces talents-là. On va les ajouter à la description de poste afin d'être capable de mesurer dans quelle mesure est-ce que la personne qui est titulaire du poste correspond à son attitude, son comportement correspond au comportement qui est attendu dans ce poste-là. Il y a des talents humains nécessaires. Il y a aussi des habiletés techniques nécessaires. Donc, on parle du savoir-être et du savoir-faire. Pas trop en amour avec l'expression savoir-être, mais disons le savoir-faire au niveau des habiletés techniques, on va les nommer également. Donc, à quoi ça peut ressembler dans la vraie vie? Bien, prenons un poste qui serait, disons, à l'approvisionnement. À l'approvisionnement, c'est l'essentiel ici, c'est le titre, encore une fois, va au poste, pas à la personne. Donc, le poste s'appelle approvisionnement. Là, ça tombe que c'est Alice Dubois qui occupe ce poste-là. Alice, elle n'a pas un titre qui lui appartient, elle occupe un poste. Fait que ça veut dire qu'Alice, en fait, on va reconnaître qu'elle est une personne polyvalente, elle a ses propres talents et puis elle pourrait développer ses habiletés techniques, ses talents, puis changer de poste éventuellement. Le poste, lui, il est fixé dans le temps. Donc, si on change Alice de place, notre organigramme ne devrait pas être chamboulé dans le sens où le poste approvisionnement demeure l'aspect essentiel qui doit être mesuré dans sa contribution à la chaîne de création de valeur. Hein. Donc, on a le poste d'approvisionnement occupé par Alice Dubois. L'objectif du poste serait d'obtenir les stocks exigés par l'équipe de projet, ce qui est assez logique dans le cas d'un poste d'approvisionnement. Hein. Le but, c'est d'aller chercher les stocks nécessaires pour réaliser les projets. Fait que, on présume que l'équipe de projet nous donnerait plus de détails sur ce que ça veut dire. Au niveau des résultats clés, ce qu'on va demander
au titulaire de ce poste-là, hein. Encore une fois, on ne le demande pas à Alice, ça fait partie du rôle du poste, hein, c'est essentiel au poste, c'est de maintenir l'inventaire entre 98 et 105 des besoins, on présume, des besoins de l'équipe de projet. Entre 98 et 105 on s'entend que c'est un petit peu stretch. Ce serait difficile d'atteindre ces chiffres-là. On s'entend que c'est un exemple, là. Et les talents nécessaires, ben, négocier, organiser. Négocier quoi? Négocier les ententes avec les fournisseurs. Fait que ce à quoi on s'attend du titulaire du poste qui sera choisi, ben, c'est d'être capable de négocier ces ententes-là avec nos fournisseurs afin de maintenir l'inventaire entre 98 et 105 des besoins. Est-ce qu'on voudrait ajouter peut-être une information concernant le respect des budgets éventuellement dans les résultats clés? On pourrait l'ajouter aussi. Organiser, pourquoi? Ben, parce qu'éventuellement, on les reçoit, les pièces, hein, l'inventaire, il est reçu physiquement. À ce moment-là, ben, il faut l'organiser dans un entrepôt. Ça demande un certain sens de l'organisation. Donc, c'est les 2 talents qu'on demande au titulaire du poste, d'avoir au niveau humain, là, pour être capable d'être efficace dans le poste approvisionnement. Au niveau des habiletés techniques, maîtrise du logiciel d'inventaire utilisé par l'entreprise. Ce qui, dans notre expérience, là, avec les recherches qu'on a faites pour préparer ce webinaire, très souvent dans des entreprises très connues au Québec que je ne veux pas nommer, mais au niveau de la vente au détail, dans le domaine de la construction, justement, pour reprendre mon exemple de vis, là, très souvent, c'est Excel apparemment qui est utilisé. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'autres logiciels, mais Excel semble être encore très, très populaire ici, là, au niveau des habiletés techniques exigées pour un poste en approvisionnement. Une autre habileté technique qu'on pourrait nommer, ben, c'est l'analyse de données pour s'assurer qu'on maintient notre inventaire dans le taux de rotation des stocks prévus, qu'on respecte notre budget, puis qu'on ben, gère notre inventaire de la manière la plus efficace possible. Ben, ça demande une certaine capacité d'analyse de données aussi. Donc, en résumé, on a un poste dont le titre est approvisionnement. Notre objectif est clair au niveau du poste. Nos résultats clés aussi sont clairs. Fait qu'Alice, quand elle accepte le poste approvisionnement, c'est à quoi on s'attend de sa part en termes de résultats chiffrés. On connaît également les talents nécessaires, fait qu'on est capable de les comparer avec les talents qui sont présents chez Alice. Alice, es-tu une bonne négociatrice? As-tu un bon sens de l'organisation? Ce sont des questions qu'on peut non seulement lui poser, mais qu'on pourrait aussi éventuellement aller creuser en l'évaluant à ce niveau-là. Encore une fois, Escalon a un modèle théorique qui le permet là, avec des auto-évaluations. Et puis, ben, on peut mesurer ses habiletés techniques en utilisant un outil sur le marché pour s'assurer ou en faisant des épreuves de mise en situation lors d'une entrevue, par exemple, pour valider qu'Alice elle a bien des habiletés techniques nécessaires pour le poste. Tout ça, tout cet écosystème-là dépend du poste et non de la personne. Donc, tout ça est objectivement mesurable, tellement objectivement mesurable même que si on se concentre sur les 2 catégories des objectifs et des résultats clés, on respecte autant que possible, ce serait l'objectif, on respecte les critères SMART, c'est-à-dire que les énoncés des objectifs et des résultats clés pour chacun de nos postes dans notre organisation devraient être aussi spécifiques, mesurables, aussi atteignables, merci, réalistes et ben, timely, hein, c'est-à-dire mesurables dans le temps que possible pour que notre description de poste soit aussi efficace que possible. Encore une fois, le titre du poste est associé à sa création de valeur dans l'organisation et vient s'inscrire dans un organigramme plus complet dans lequel se trouve cachée la chaîne de création de valeur. En fait, quand on crée un organigramme, ça c'est un organigramme avec le modèle qui est utilisé dans Escalon, on peut utiliser n'importe quel modèle. Si on a bien créé notre organigramme, dans la première ligne du bas, en bas complètement, on peut ordonnancer nos postes de manière à reconnaître le processus de création de valeur et l'ordonnancer. Notre organigramme représente la chaîne de création de valeur et reprend les 6 types d'informations qu'on vient de voir. Donc, les objectifs sont clairs, les habiletés et les techniques et les habiletés humaines, les talents sont nécessaires pour réaliser le travail sont clairs également et surtout, les résultats attendus sont clairs aussi pour chacun des postes. Alors, sur la première ligne, c'est la chaîne de création de valeur, ça c'est clair. Qu'est-ce que ça donne pour les autres lignes? C'est ce qu'on appelle les activités de soutien, tout ce qui est administratif. En fait, dans ces activités-là, le client, c'est un client interne, hein. Ces employés-là, dans les lignes du haut, en fait, leurs clients, c'est les employés de la ligne du bas. Puis les employés de la ligne du bas, leurs clients,
Ben, c'est le client de l'organisation parce qu'il contribue directement à la création du produit ou du service qui est vendu. Fait qu'on le voit, hein, on le voit visuellement, c'est représenté dans un organigramme si celui-ci est bien construit. Fait que dans la mesure où on respecte les règles de construction de l'organigramme, ben, on le voit. Maintenant, comment est-ce qu'on va créer des objectifs pour chacun des postes? Bien, on va en fait cascader ou décliner nos objectifs du plus global au plus spécifique. Donc, en partant de la mission de l'organisation, la mission qui nous disait on va produire des vis pour le marché de la construction, en allant jusqu'au détail des objectifs de chacun des postes. Donc, on va venir cascader à tous les niveaux hiérarchiques les objectifs du plus général au plus spécifique. Dans notre organigramme, ben, je vous rappelle, on voit donc la contribution, hein. Si on voit la chaîne de valeur, ça veut dire qu'on peut percevoir la contribution mesurable, de chaque personne dans l'organisation à la création de valeur. Puis c'est ça qu'on veut. L'apport individuel comme ça, il est valorisé par sa place dans la chaîne et puis ça, ben, ça devient une source de fierté pour nos employés qui ont une idée très, très claire de ce qu'ils apportent à l'organisation. Maintenant, on la mesure comment, la réalisation de cette valeur-là? Parce qu'on a dit à Alice son poste, en quoi il consistait. C'est une source de fierté pour elle de savoir qu'elle respecte le niveau de service qui est exigé de son poste, hein. C'est-à-dire que les stocks nécessaires pour l'équipe de projet sont effectivement disponibles, hein. Elle comprend d'où peut venir sa source de fierté à travers sa contribution à l'équipe. Mais il reste que dans un poste, il y a des objectifs tangibles et intangibles. Alors, on les mesure comment? Ben, regardons d'abord l'apport tangible des organisations. Puis comme j'aime beaucoup le chocolat, je vous propose d'aller une étape plus loin que les objectifs SMART. Je vous propose le modèle Smarties. Donc, on va tâcher de mesurer les tâches, les objectifs, les résultats attendus pour chacun des postes de manière spécifique, mesurable, acceptée, rattachée, avec un timing identifié, intégré, évolutif et satisfaisant. Quelques avantages du modèle Smarties, c'est que d'une part, il a quand même 3 lettres de plus que SMART. Fait que c'est encore bien plus smart, ça c'est cool. L'autre chose, c'est qu'on y retrouve le fameux, vous connaissez l'expression W5, les who, what, when, where, why, les 5 questions fondamentales du journalisme en anglais. On les retrouve cachées aussi ici dans notre système Smarties, c'est-à-dire qu'on sait à travers le critère spécifique, une mesure, une tâche qui est spécifique, c'est qu'elle répond bien à la question qu'est-ce qui doit être fait? Elle répond à la question quoi? Dans accepter, on a la réponse à qui doit réaliser la tâche et pour qui. Dans le critère rattaché, on a la réponse à la question comment est-ce que je dois réaliser la tâche? Mais la réponse va être dans le critère rattaché. Quand est-ce que je dois la réaliser? Ça, c'est un petit peu plus évident, hein, ça va être pendant les exercices de travail de l'organisation, mais c'est caché dans le timing avec les échéances du travail à réaliser et le pourquoi est intégré au critère intégré, justement, qui nous indique dans quel but, hein, quelle est la contribution à l'équipe. Donc, regardons un petit peu plus en détail. Spécifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient quantifier l'apport du poste, de la tâche à la mission de l'organisation. Quand on parle de mesurable, on parle de résultats, pas de processus. Donc, il ne s'agit pas de travailler 3 heures par semaine, mais d'atteindre un résultat attendu qui est observable. Donc, avoir traité tant de dossiers plutôt que de traiter tant d'heures de travail. Parce que je peux travailler des heures de travail à regarder le dossier avec intérêt, mais ça ne veut pas dire que je vais être aussi efficace que je pourrais. Donc, on va mesurer le résultat, pas le processus. Accepter, ça veut dire quoi? Ça veut dire idéalement par tous les membres de l'organisation, en commençant par la personne responsable du poste. Donc, au niveau de l'approvisionnement, ben, il faut que les tâches, les objectifs qui sont donnés à Alice soient, pour commencer, acceptés par Alice et compris par l'ensemble de l'organisation. Rattaché, ça veut dire atteignable, pertinent et stimulant pour l'ensemble de l'organisation. Ça veut dire que je contribue à quelque chose de plus grand que moi, hein, au travail collectif qui va être fait. Au niveau du timing, je vous donne quand même un conseil important, c'est un timing absolu, pas relatif. Relatif, c'est dans 5 jours.
dans 5 jours, là, ben, demain, ça va être encore dans 5 jours, puis le mois prochain, c'est encore dans 5 jours, puis l'an prochain, c'est encore dans 5 jours. Donc, on tâche de se donner une fourchette définie. Donc, de telle date à telle date, en commençant par une date bien définie aussi, parce que d'ici le 31 décembre, ça m'oblige à finir au 31 décembre, mais ça ne m'oblige pas à commencer avant le 31 décembre, par contre. Donc, donner des dates fixes, des dates absolues, un timing absolu est une bonne pratique ici. Intégré, bien là, on revient à la notion de cascadage, c'est-à-dire que mon objectif est intégré à l'ensemble de l'objectif de l'organisation, c'est-à-dire sa mission, et vient prendre sa place dans ce système-là qui est représenté par l'organigramme. Évolutif, donc on a ici un clin d'œil à l'amélioration continue. On sait que d'un cycle de ressources humaines à l'autre, nos objectifs vont pouvoir évoluer dans le temps. Donc, si mon objectif était trop difficile à atteindre, on peut le réviser pour différentes raisons. Des fois, il y a des pandémies qui arrivent ou des choses comme ça. On révise nos objectifs. Si mon objectif a été atteint plus facilement que prévu ou si on a de nouveaux moyens de production qui nous permettent d'atteindre plus de productivité. Par exemple, on remplace notre logiciel d'approvisionnement qui était Excel par un logiciel un petit peu plus spécialisé. On s'attend à un gain en productivité. Donc, notre objectif est évolutif dans le temps et c'est reconnu à la base pour qu'on puisse l'adapter à ce genre de changement de situation-là. Et pour finir, satisfaisant. Donc, ce qu'on va venir ici, c'est mesurer l'apport de l'objectif qui avait donc été donné à Alice dans le cadre de son poste qui est approvisionnement. Bien, quel est l'apport pour l'organisation, à la chaîne de valeur de l'organisation? Si on en demande assez au poste qu'occupe Alice, bien, ça va être satisfaisant pour la réalisation du produit qu'on s'est proposé de réaliser dans notre mission. Qu'est-ce que ça peut donner dans une entreprise de la vraie vie? Bien, je vous propose de passer à un centre d'appel qu'on ne peut pas nommer, mais qu'on va donc nommer Service technique incorporé, qui se trouve à être à Longueuil, j'allais dire Laval, à Longueuil. C'est un centre d'appel et qui a la particularité d'être un centre d'appel entrant. Donc, c'est des tickets de support en téléphonie. Fait que c'est des clients de services de téléphonie qui ont des problèmes avec leur service et qui appellent pour obtenir la résolution de leurs problèmes. Le centre d'appel reconnaît qu'il existe 3 niveaux de difficulté aux différents appels qui entrent. Donc, la majorité des appels peuvent se régler en moins de 90 secondes. Et on a une catégorie d'appels qui sont beaucoup plus difficiles à délai, qui vont exiger jusqu'à 1 heure de traitement. Puis, entre les deux, on a tous les appels là, qui sont plus communs, là, qui sont peut-être pas si faciles que ça à résoudre, mais qui se résolvent assez rapidement en quelques minutes. C'est le barème que l'entreprise a choisi, donc avec 3 niveaux de difficulté. Puis on est capable donc de pondérer le degré de difficulté d'un appel par rapport aux autres en utilisant ces 3 niveaux-là qui sont reconnus au niveau de l'organisation. L'entreprise avait fait une étude interne, en bon français, on appelle ça un benchmarking, là, pour aller valider ces niveaux-là. Et puis ça, c'est acquis à ce point-ci. Donc, on reconnaît que les appels entrants peuvent être de 3 niveaux. Comment est-ce qu'on va mesurer l'efficacité de l'équipe de l'ensemble du centre d'appel? Donc, on est au niveau global, on n'a pas encore cascadé nos objectifs au niveau individuel. Au niveau global, on pourrait mesurer, par exemple, le nombre de cas totaux traités par semaine. Ça, c'est une mesure très brute, très directe. C'est un résultat. C'est des cas qui ont été traités dans la semaine et c'est avec un moment spécifique. Donc, ça répond à l'ensemble des critères Smarties dans le sens où on vient mesurer aussi la semaine, elle a une date de début puis une date de fin. Tout le monde s'entend sur ces dates-là. On a un autre point de mesure qui va être le pourcentage de cas fermés sur le nombre de cas qui ont été ouverts dans la semaine. Donc, aller calculer le taux de rotation un petit peu des cas pour s'assurer que les cas sont traités aussi rapidement que possible, puis aussi pour s'assurer qu'on avance, hein, qu'on règle plus de cas qu'on en crée à travers la semaine. Puis le troisième point de mesure qu'on a choisi au niveau de l'ensemble de l'équipe, hein, au niveau de l'ensemble du centre d'appel, bien, ça va être le taux de satisfaction des clients. C'est-à-dire qu'on vient mesurer après l'appel, c'est le fameux sondage qu'on reçoit, là, tu reçois un texto, puis, ah, vous avez contacté telle entreprise, service technique incorporé récemment, nous voudrions savoir comment ça a été. Bon, on mesure ce taux de satisfaction-là, qui est une mesure complètement globale, hein. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de la réalisation de la mission de l'entreprise. On estime que si on atteint ces 3 résultats-là, qu'on aura chiffrés, puis les chiffres changent d'un exercice à l'autre, hein, périodiquement, les cibles changent périodiquement. Mais si on a atteint ces chiffres-là, bien, on estime qu'on a réalisé notre mission au niveau de Service technique Inc. Comme ça que ça fonctionne.
Maintenant, si on essayait de cascader nos objectifs au niveau personnel, ce qu'on a dit, c'est que des objectifs bien intégrés au niveau personnel, bien, sont intégrés à l'ensemble de l'équipe. Donc, allons voir pour elle ici, qu'est-ce que ça peut donner dans le détail. Bien, au niveau des cas traités par semaine, non seulement on va les traiter, on ne va pas tellement s'attarder à ces cas totaux traités, mais plutôt aux cas pondérés par semaine. C'est-à-dire qu'on va venir appliquer une pondération au nombre de cas là, des 3 niveaux de difficulté qu'on avait identifiés. Si cette semaine, ben, elle a eu 8 cas de niveau de difficulté 1 qui lui ont pris au total 2 jours de travail, ben, le fait de mesurer les cas pondérés ne va pas venir affecter ces statistiques globales parce qu'on reconnaît que les cas qu'elle a eu à traiter cette semaine étaient plus lourds que la moyenne. Donc, on vient en tenir compte. On va mesurer le pourcentage de cas ouverts versus attribués à elle plutôt que fermés sur ouvert, c'est-à-dire qu'on va regarder son taux d'efficacité sur le nombre de cas qui lui sont attribués personnellement. Et puis, on va mesurer le taux de satisfaction, mais pas au niveau individuel. On va plutôt y aller sous une sous-équipe. Fait que son équipe, sur l'ensemble du centre d'appel, elle est dans une sous-équipe de 12 personnes qui sont plus spécialisées. Donc, le taux de satisfaction, on ne va pas le mesurer au niveau individuel, mais au niveau de son équipe de travail, ce qui nous permet d'avoir des chiffres qui sont plus parlants, parce que si on allait au niveau individuel, bien, on finirait par avoir des biais en fonction des différentes semaines qu'elle a vécues, puis les résultats seraient moins fiables dans le temps, ce sera plus difficile à suivre. Donc, on a décidé d'y aller avec une sous-équipe. Donc, on voit ici la façon dont les objectifs ont été adaptés du général au spécifique, c'est-à-dire de la mission de l'organisation à la réalité de chacune des personnes. Hein. Puis de tenir compte de la réalité de chacune des personnes, bien, ça nous permet de tenir compte aussi de se préparer pour mesurer aussi les aspects intangibles, c'est-à-dire les réactions des clients, etc. Des choses qui sont plus difficiles à mesurer objectivement. Parlant de mesurer l'intangible, ben maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour mesurer des choses comme la culture organisationnelle et l'engagement des employés? Bien, les deux gros morceaux qui sont généralement reconnus, bien, c'est la mesure de l'engagement des employés, la résistance au changement des employés. Nous, on voudrait ajouter 5 axes qui sont déterminants qui sont proposés en fait par la même étude de Charles et Donald Shaw. Ils sont père et fils, ce qui est assez cool. C'est la même étude que je vous citais au tout début du webinaire à propos du gain potentiel de 25 en performance si on prend soin de notre culture. Bien, quand on continue à lire l'article, il nous dit un petit peu comment faire. Puis parmi les choses qu'il nous recommande, bien, il nous recommande de tenir compte de 5 axes qui sont vraiment importants: civilité et respect, égalité, diversité et inclusion, éthique, confiance et entraide, environnement libre d'abus. Quand on a une culture qui est à toute fin pratique au beau fixe, à l'exception de l'un de ces axes-là, en fait, on va observer une diminution de l'engagement de nos employés, une augmentation de la résistance de nos employés au changement et à la légitimité de leur gestionnaire. Dans le fond, ce qu'on va observer, c'est que la culture ne favorise pas un maximum d'efficacité et de performance. Un seul de ces axes-là est suffisant pour venir miner une culture organisationnelle. Puis là, on parle en moyenne, mais je voudrais vous ajouter aussi l'idée que, en fait, quand on regarde des chiffres, la moyenne ne nous propose qu'une partie de l'information. C'est important aussi d'être capable de tenir compte de la granularité de nos résultats, être capable de faire une analyse plus approfondie. Je vous propose un exemple en matière d'égalité, diversité et inclusion. Imaginons une équipe de 12 personnes blanches, caucasiennes, entre 40 et 60 ans, tout le monde. 11 personnes correspondent à cette description-là, puis on a une jeune femme dans l'équipe, afrodescendante, beaucoup plus jeune que le reste de l'équipe, elle a 24 ans, membre de la communauté LGBT. Quand on mesure l'égalité, diversité et inclusion, le sentiment d'égalité, de diversité et d'inclusion au niveau de cette équipe-là, on a 11 personnes qui vont se déclarer très satisfaites. En fait, notre indicateur risque d'être au beau fixe. On a probablement une autre personne dont la réalité n'est pas bien décrite par ce résultat-là. Et puis ça, bien, ça entraîne une difficulté pour cette personne-là à participer aux réunions, à faire entendre sa voix, à se sentir incluse et se sentir égale, hein, par rapport aux autres, de par la distance de sa réalité par rapport aux autres réalités du groupe. Quand on parle de l'importance de créer une ambiance accueillante, ça tient compte de ce genre de choses-là aussi, qui sont absolument
pas visible au niveau de la moyenne d'un sondage de la mesure de la culture. Si on faisait un sondage, encore une fois, sur l'égalité, diversité et l'inclusion dans cette équipe-là, les résultats seraient probablement très bons et ne représenteraient pas la réalité de cette personne-là spécifiquement. C'est pour ça qu'il est important de regarder d'autres outils, faire une analyse approfondie des résultats et notamment tenir compte de l'écart-type. L'écart-type, c'est ça qui mesure, c'est la distance entre la réalité de chacune des personnes et la moyenne pour l'ensemble du groupe. Pour une équipe de 12, c'est relativement facile à imaginer. Pour une équipe de 100, pour une équipe de 3000, par contre, on perd assez rapidement la visibilité de cette granularité-là des différentes réalités. Égalité, diversité, inclusion font des beaux exemples théoriques, mais c'est la même chose pour chacun de ces axes qui sont les plus importants que nous, moi, dans ma pratique, j'appelle les Big Five. Là. Je sais que ce n'est pas ça, les Big Five, c'est d'autres choses. Mais c'est mes Big Five à moi en matière de mesure de la culture et de l'engagement des organisations. Dans Escalon, on va une petite étape plus loin. Qu'est-ce qu'on mesure? Ben alors oui, on a le taux d'engagement global, on a notre résistance au changement. Au niveau des 5 axes qui sont essentiels, on les a, mais on tient compte de 10 autres de plus. Fait qu'on a 15 axes d'engagement. Et à travers les résultats de ces 15 axes d'engagement-là, quand on mesure l'état de la culture d'une organisation avec nos sondages à nous, bien, on a en plus 6 indicateurs express qui nous permettent de nous prononcer sur des aspects particuliers de la culture, de la confiance entre les employés et les gestionnaires qu'on peut venir travailler par la suite. Encore une fois, hein, un tableau de bord, ça ne règle pas les problèmes, ça nous informe pour qu'on puisse ensuite régler les problèmes. Ici, on est au niveau de la prise d'information au niveau du tableau de bord. Quand est-ce qu'on mesure? Fait qu'on a regardé comment est-ce qu'on mesure et pourquoi est-ce qu'on mesure. Maintenant, quand? Ce qu'on vous propose, en fait, c'est qu'on devrait arrimer les mesures de la culture et mesures des résultats de performance des employés dans ce qu'on appelle le cycle RH, le cycle de ressources humaines. On devrait l'arrimer à nos exercices financiers, l'arrimer aussi à nos rapports et notre imputabilité en matière de triple bilan, si c'est le cas dans notre organisation. Donc, en fait, notre cycle de mesure de la culture et des résultats de chacun des employés et à l'échelle globale devrait être arrimé à la mesure de nos résultats financiers humains. Donc, financiers et puis humains, donc arrimés ensemble. Et on devrait en tenir compte dans nos rapports globaux pour mesurer l'imputabilité de nos gestionnaires quant à nos résultats globaux. En fait, c'est une façon de venir intégrer un aspect du management responsable, hein, c'est-à-dire l'aspect social dans les trois axes du développement durable. On aurait donc l'aspect économique à travers les exercices financiers, l'aspect social en partie, ou du moins à l'interne, là, au niveau de nos employés, grâce à l'arrimage avec notre cycle RH, mais ça rend notre organisation beaucoup plus imputable de ses activités sur le marché. C'est plus facile d'atteindre des meilleures pratiques recommandées en matière d'ESG. C'est le nouvel acronyme pour dire en matière d'environnement, société et gouvernance. Donc, ça nous permet d'atteindre de meilleures pratiques de gouvernance et au niveau social plus facilement. Si on voulait parler d'implantation, comment est-ce qu'on ferait? On a besoin, avant de commencer, de 3 ingrédients essentiels: sécurité, réalisation, appartenance, devraient déjà être présents dans notre culture organisationnelle. Sécurité d'emploi, donc on ne met pas en place un système de mesure de la performance et de la culture au même moment qu'on procède à des mises à pied massives. Sécurité de conditions également, donc on ne fait pas ça en même temps qu'on fait une négociation salariale ou avec le syndicat. Sécurité psychologique également, donc on tient compte de l'état de santé mentale de notre équipe. Réalisation, potentiel d'avancement, la fierté de travailler ensemble. Donc, on va venir travailler nos énoncés de mission, de vision et nos valeurs organisationnelles avant de commencer, parce que de toute façon, on en a besoin au niveau global, hein, au niveau de notre mission organisationnelle. Donc, on va venir faire un travail au niveau de la gouvernance avant de décliner ce travail-là au niveau de la performance de chacun des employés. Sécurité, réalisation, appartenance. Ici, on parle de valorisation du rôle et des talents de chacun, de responsabilisation. Ce qu'on veut dire concrètement, c'est qu'on va créer notre organigramme en utilisant la méthode OKR, en utilisant chacune des 6 catégories qu'on a vues tantôt pour favoriser un sentiment d'appartenance à l'ensemble de la création de valeur de notre organisation.
Ensuite, comment est-ce qu'on va procéder plus spécifiquement? Ben, on va se doter de cibles individuelles qui vont être Smarties. On a vu le modèle tantôt. En plus, c'est bon le chocolat. On va procéder, on va intégrer un modèle de reconnaissance des résultats qui vont au-delà des attentes, donc les fameux above and beyond, par exemple, des primes quand on atteint 20 de résultats de plus que ce qui est attendu au niveau de base de notre poste. On va tenir compte de la contribution de chacun des postes aux cibles collectives. Donc, on va faire l'effort de cascadage de nos résultats de la mission globale aux objectifs individuels. Puis après ça, bien, 3 étapes d'implantation. D'une part, on va y aller de manière graduelle, donc du collectif à l'individuel. Encore une fois, en commençant par notre énoncé de mission qui nous donne notre objectif le plus global au niveau de l'organisation, nos objectifs pour notre exercice financier. Puis on va venir décliner ça après ça dans l'évolution dans notre cycle RH, c'est-à-dire qu'à travers les différentes étapes de notre cycle RH, sur les différents mois, les différents moments de l'année qui sont prédéterminés par notre cycle d'évaluation de performance, bien, on va aller vers des objectifs de plus en plus clairs, de plus en plus individuels, personnalisés. On va favoriser une approche agile. C'est qui Gilles? Ben, c'est quelqu'un qui propose des cycles d'apprentissage avec des rétroactions, c'est-à-dire qu'à travers notre cycle RH, on va y aller par étapes, par itération, tout en étant ouvert aux rétroactions de nos employés, puis dans le but d'adopter les meilleures pratiques qui vont émerger de ces rétroactions, de ces commentaires-là. Autrement dit, on est ouvert aux commentaires tout au long de l'implantation des points de mesure. On va aussi adopter une attitude de gestion du changement, ce qui veut dire qu'on va communiquer en continu tout en communiquant principalement donc notre mission globale, parce que mieux je connais la mission globale de mon organisation, mieux je connais mon rôle dans la réalisation de cette mission-là. On va communiquer également notre vision de ce qu'on veut atteindre et nos valeurs, hein, parce qu'on va venir rattacher nos points de mesure et notre culture à nos valeurs organisationnelles. Plus on les communique, plus ils sont connus de l'ensemble des personnes. Puis on va tenir compte de nos leaders d'opinion et de nos poches de résistance dans notre organisation en mesurant bien la culture en plus des résultats objectifs. Donc voilà pour ce qu'on avait à vous proposer aujourd'hui. Je vous pose toujours la même question. Je serais curieuse de savoir avec quelle leçon repartez-vous aujourd'hui. Et puis, bien, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on peut faire pour votre organisation, bien, on vous invite à prendre rendez-vous avec nous. Rendez-vous dans 2 semaines pour parler de culture et organisationnelle et diversité le 11 juin prochain à midi. Donc, on va pouvoir aborder à nouveau la notion de la granularité des résultats, justement, puis aller voir comment est-ce qu'on analyse nos données. Plus d'informations au escalon.ca et il me reste à vous souhaiter une très belle fin de journée.